Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Flore Vasseur au micro de Nouvelle Conscience. Flore Vasseur est réalisatrice, productrice, écrivaine. Dans ses documentaires, ses films, ses livres, elle part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour la liberté d'expression, l'accès aux droits humains et plus largement la lutte contre un système qui maintient des oppressions et des inégalités structurelles. Flore Vasseur a récemment réalisé le film Bigger Than Us, coproduit aux côtés de Marion Cotillard. Bigger Than Us nous invite à suivre l'activiste balinaise Melati à la rencontre de 7 jeunes engagés à travers le monde. Ces jeunes se mobilisent chaque jour, depuis des années, pour défendre des combats sociaux, démocratiques, écologiques ou culturels. Ces jeunes ont écouté leur cœur plutôt que la peur, l'appel de la justice et de la solidarité plutôt que l'immobilisme. Je suis heureuse de vous partager cette discussion qui a beaucoup résonné pour moi et qui vous donnera envie, j'espère, de rejoindre un mouvement, un projet plus grand que vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Flore Vasseur. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui au micro de Nouvelle Conscience. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Il me semble que dans quelques jours, Bigger Than Us sera visionné en Australie. Je ne sais pas si vous allez vous y rendre pour l'occasion. Non, je n'y vais pas. En Australie et Nouvelle-Zélande, Melati, qui habite juste à côté, enfin, si je peux voir ainsi, Oui. puisqu'elle est à Bali, va être très présente pour la sortie du film en Australie et Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Certainement d'ailleurs plus par Zoom que physiquement, mais oui, c'est Melati qui va porter le film sur ces contrées-là. Et en même temps, on sort aussi en Pologne la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Et pour la Pologne, c'est vous qui allez vous y rendre ou également un protagoniste du film ? Non, alors pour l'instant, on fait tout en distanciel. Mm-hmm. Je pense que les distributeurs et les cinémas sont très attentifs à tout ce qui se passe. La Pologne, c'est vraiment en face de l'Ukraine. Oui. Voilà, c'est des sorties, je dirais pas qu'elles sont compliquées, mais en tout cas pour la Pologne, il y a vraiment un sentiment d'urgence parce que voilà, le film parle énormément de la question des réfugiés. Donc, si le distributeur le sort maintenant, c'est qu'il considère qu'il peut aider. Mais voilà, on n'est pas dans la sortie d'un Marvel ou d'un Matrix qui mériterait ou aurait besoin ou qui, en tout cas, impliquerait une sortie avec énormément de marketing. Par contre, tous les jours, on intervient en visio et dans tous les pays, ouais. Oui, j'ai vu la programmation, c'est fantastique. Moi, c'est vraiment, ça a dépassé les frontières même européennes avec Dubaï. J'ai vu, donc voilà, Nouvelle-Zélande, Australie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme pays ? On sort dans 53 pays, en fait. D'accord. Donc, c'est juste énorme. Et bien sûr, je douche peut-être un fantasme, mais voilà, on ne va pas dans ces 53 pays. Oui. On fait hyper confiance au distributeur local. Mm-hmm. Les protagonistes sont parfois proches et j'ai l'énorme chance de pouvoir compter sur eux, en fait. Oui. Et d'ailleurs, ça m'arrive de plus en plus qu'on nous invite à des festivals
Enfin, le film est invité. Et moi, la réalisatrice, productrice, je suis pas invitée, mais par contre, les protagonistes du film sont invités. Ce que je trouve assez extraordinaire, en fait. C'est vrai. Oui, ouais, oui, oui. Je trouve ça super. Oui, qui se fassent les porte-voix finalement de cette aventure. Justement, la première question que je souhaitais vous poser, c'était sur le choix de ces 7 jeunes. Donc, vous suivez tout au long du film 7 jeunes qui sont donc dans 7 pays différents de par le monde. Et vraiment, voilà, je me demandais pourquoi avoir choisi ces jeunes-là et ces pays d'action. Est-ce qu'il y avait une volonté particulière ou ça a été une question de coup de cœur, de rencontre? Voilà, je me demandais. Non, c'est un processus qui nous a pris beaucoup de temps, qui est très empirique. Quand on a la chance comme moi de pouvoir faire un film de cette ampleur-là, faut pas se tromper, quoi. Oui. Et donc le nerf de la guerre, c'est l'enquête. C'est l'enquête qui est faite avant le film. Donc on se dit pas tiens, j'ai lu ça dans tel magazine, ça a l'air super, je vais y aller, quoi. Oui. C'est l'inverse de ça. Donc on a commencé par faire une grande enquête essentiellement basée sur Internet, où on a écumé le web pour savoir qui bougeait qui avait moins de 25 ans en fait, qui bougeait partout dans le monde. Et on est arrivé à une sorte de première liste. Je pense qu'il y a à peu près 80 noms de personnes de par le monde qui font des choses. Après, on a essayé de les regrouper par type de combat, en fait, type d'action, type d'enjeu, pardon. Donc, par grands enjeux contemporains. Et puis là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, on s'est dit, on va se raccrocher aux 17 objectifs du développement durable pour structurer notre démarche. Donc déjà, là, on a commencé à trier un petit peu. Et sur ces 17 objectifs du développement durable, moi, il y en a un certain nombre qui ne m'intéressent pas, en fait. Ou qui me semblent moins engagés la vie, la mort, moins importants et urgents, moins cruciaux tout de suite, en fait. Oui. Et j'étais à peu près convaincue que j'aurais pas le temps de finir le film, voire d'en faire un deuxième. Et donc, j'ai tout de suite été assez radicale dans les choix portés. Je voulais tout de suite aller à l'os, en fait, de nos problèmes. Donc, j'ai éliminé un certain nombre de causes. Donc, avec ces causes-là, les profils. Donc, peut-être que voilà, c'était une première façon de trier cette liste. Ensuite, je me suis raccrochée à un chiffre très précis et qui est très parlant, que je répète tout le temps, qui est que 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. Donc, si vous voulez faire un film sérieux sur la jeunesse aujourd'hui, eh bien, vous sortez de vos précarés. Donc ça a fait tomber nombre de profils européens ou américains. Mais en même temps, ils n'étaient pas très représentés. On pourra en reparler. Ensuite, j'ai éliminé tous les profils que je sentais moins sincères, c'est-à-dire qui pouvaient être dans un projet souvent téléguidé par les parents ou un projet qui leur permettrait d'avoir des points pour rentrer dans des grandes facs. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, en fait. D'accord. Donc, parce que c'est pas que c'est inintéressant, mais pour moi, ça écartait de tout ce qui est de l'ordre de l'engagement sincère. Et après, j'ai regardé les résultats, en fait. Qu'est-ce qu'ils avaient accompli, parce que je voulais parler des victoires aussi. Et donc ça, là, je devais arriver à 15 noms, quoi. Oui. Et après, j'ai essayé d'équilibrer filles, garçons, des sujets hyper importants et des modalités d'action à chaque fois différentes. J'allais pas faire 2 fois des personnes qui avaient changé une loi. Enfin voilà, je voulais montrer la diversité des champs d'action, la diversité des problèmes, et en même temps qui pointaient tous ces sujets pointent sur la même cause racine qui est notre système économique. Donc voilà, c'est ce que je vous ai raconté qui est un peu long. En fait, c'est 7 mois de travail. D'accord. Oui, c'est rigolo. 7 mois, 7 jeunes. Enfin, le chiffre 7. 7 mois, 7 jeunes. Ouais. 7 mois de tournage. Ah ouais, c'est intéressant.
Mais 9 mois de montage. Oui, j'étais à peu près sûre que je ferais le film en 7 mois. D'accord. Mais à ce moment-là, Marion Cotillard nous a dit que c'était pas bon, donc on y est retourné. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je ne m'y connais pas assez bien en numérologie pour connaître la symbolique de ce chiffre, mais c'est intéressant, oui, de voir ces résonances comme ça. Super. Bon, Ouais. là, vous avez souligné un point clé qui est justement l'interdépendance, enfin l'interreliance de ces sujets, puisque le film aborde des sujets sous des thématiques différentes, donc l'accès à l'éducation, le droit des réfugiés, la justice climatique, notamment le droit des femmes. Comment, du coup, vous avez réussi, donc vous avez apporté un premier élément de réponse, mais à montrer l'interconnexion, en fait, de ces enjeux? Ouais, écoutez, j'étais pas nécessairement partie pour ça. Oui. Et je me suis rendu compte que assez vite, au bout du 2e ou 3e tournage, c'est-à-dire Pays, je me suis rendu compte que ils me racontaient tous la même histoire. Ah oui, Que ok. c'était la manifestation n'était pas la même, mais que la signification et ce contre quoi ils se battaient était à chaque fois la même chose. C'est Chutescal d'ailleurs qui le dit. Le patriarcat, la suprématie blanche et le capitalisme, voilà les 3 piliers à l'origine de tous nos dysfonctionnements aujourd'hui. Et en fait, je me suis cognée à effectivement ces 3 sujets partout. Et donc, ce que j'ai compris finalement, c'est que la question du climat, la question de la liberté d'expression, la question de la condition des femmes, la question des réfugiés, etc., elles pointent tous vers la réalité d'un système qui ne fonctionne que parce qu'il crée de l'injustice. Et tout est injustice, en fait. L'environnement, c'est une injustice sociale, environnementale, raciale. La condition des femmes, c'est une injustice de genre. La pauvreté, c'est une injustice économique. Voilà, vous pouvez tous... En fait, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés à une injustice et ou une inégalité. Et je l'avais jamais vu comme ça, en fait. Mais c'est eux qui me l'ont dit. C'est mon ressenti de nos conversations. Et ça, c'est leur génie à eux, en fait, d'avoir compris ça. D'accord. Ils l'avaient compris, eux, pendant leur engagement ou même avant? Vraiment, eux ont été conscients de ça? En fait, ils le verbalisaient peut-être pas comme je suis en train de le faire, mais il y avait toujours un moment, voilà, les mots dont je vous ai parlé, capitalisme, white supremacist, ou suprématie et patriarcat, ça sortait. Oui. Parfois dans la même phrase, comme Chutescal, mais que ce soit Winnie en Ouganda ou Mohamed au Liban, c'était à chaque fois la même histoire, en fait. Et encore une fois, mon point, c'était de dire que les enjeux qui sont traités dans le film sont des symptômes, en fait. La crise climatique, c'est un symptôme. La crise des réfugiés, enfin, c'est pas une crise, la réalité de l'exil, c'est un symptôme. Ce qui est intéressant, c'est la cause. Et la cause, c'est toujours la même. C'est ça l'interdépendance des sujets, parce que c'est lié à une même décision, qui est de croire et d'incarner et de faire fructifier ce système, comme on le fait tous, et c'est pas un reproche, on est dedans. Oui. La question, c'est d'en être conscient et de savoir comment on peut faire un pas de côté, et essayer de ne pas nuire. Et après, c'est l'interdépendance des destins. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose sur lequel on est... la vie accélère notre éducation tous les jours là-dessus. Il y a eu le Covid qui montrait que quelque chose qui se passe en Chine a des répercussions planétaires au bout d'1 mois et demi partout dans le monde, peut arrêter une économie mondiale. Enfin voilà. On a la question de l'Ukraine aujourd'hui. Tout à coup, on est en train de se rendre compte qu'on dépend énormément de ces pays-là. On n'en avait pas conscience, en fait. Donc il y a une interdépendance des destins, interdépendance des problèmes, interdépendance des causalités de nos sujets, de nos liens, là où, depuis 500 ans, si ce n'est plus, on nous éduque et on essaye de nous convaincre de notre séparation, en fait.
du fait que vous et moi, nous ne serions pas liés, du fait que la nature et vous, c'est pas la même chose, du fait que, voilà, on n'a fait que nous séparer depuis facile 5 siècles, quoi. Oui. Depuis qu'on a mis des clôtures sur les champs et qu'on a brûlé les sorcières. C'est peut-être rapidement dit, mais je pense qu'il y a un basculement là. Et donc, on s'est tout à coup mis à s'isoler, à se déconnecter. Et ce qu'on vit depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, avec l'accélération de la technologie, ne fait que surfer là-dessus, en fait. Il n'y a rien de nouveau. Oui. C'est juste que tous nos outils rendent ça plus radical. Oui. Et aussi plus visible. Ça n'a jamais été aussi visible. Enfin, le Covid, la pandémie, c'était... Enfin, là, si on n'a pas compris qu'on était tous liés, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. Oui, dans un de vos interviews, vous dites que tous ces jeunes, eux, sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et qui sont incarnés. Est-ce que, justement, vous pensez que pour justement se lier à cette nature et donc l'aimer, vouloir la protéger, il faut pouvoir être connecté à ce tout, à cette interdépendance? En tout cas, il faut sortir de cette illusion de la séparation. Oui. Et cette illusion du confort. Que la société vous rappelle tous les jours parce qu'elle a très très peur que vous preniez conscience de ça. Mais cette illusion de la sécurité et du confort fait que vous arrêtez de prendre soin de ce qui vous entoure. Vous avez l'impression que c'est dû, que c'est acquis, que ça sera toujours là. À partir du moment où vous vous rendez compte que c'est une fabrication, que, encore une fois, un tout petit virus peut mettre ça à plat, que la mort peut renverser, ou la maladie peut renverser votre famille. Enfin, le jour où vous faites l'expérience plus ou moins dramatique de votre incroyable vulnérabilité, je pense, vous ouvre vers un chemin qui peut vous amener à prendre soin, alors qui de la nature, quelqu'un d'autre de l'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Là où je voudrais juste mettre un bémol, c'est que on oppose souvent les luttes. C'est de l'ego, ça. On oppose, on dit, moi, je trouve que l'environnement, c'est plus important que la condition des femmes. Moi, je trouve que la condition des femmes, c'est plus important que la liberté d'expression. C'est ridicule, ça. Tout est lié. Il n'y a pas une bonne ou un bon ou un mauvais endroit pour exprimer son amour de la vie, en fait. Il y en a, ça va être prendre soin de la nature. Il y en a qui vont avoir envie de prendre soin de l'humanité et ça s'oppose pas. Il y en a d'autres qui vont avoir envie de prendre soin de leurs enfants. Il y en a qui, enfin voilà, la question est celle du lien, en fait. Voilà. Effectivement, quand je parlais de connexion dans cette interview, vous avez bien compris que je parlais pas de connexion Instagram, etc., qui est pour moi l'anti-connexion. C'est la tristesse absolue. On est des hommes machines, des images machines. C'est l'inverse de ça. C'est l'ultra-connexion à la réalité, à son temps, à la communauté immédiate des vivants. Ou du vivant, d'ailleurs. Et comment, selon vous, ces jeunes ont réussi à passer de la peur à l'amour et justement à mettre leur ego de côté, en fait, pour oser déployer ces idées, ces engagements, ces valeurs fortes qui allaient souvent à l'opposé. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée dans votre film, c'est vraiment d'arriver à s'affirmer face à un système et même à des règles communautaires, des règles de société qui allaient parfois vraiment à l'encontre de leurs engagements, de leurs actions. Donc, est-ce que vous avez pu voir comment ce changement de mindset s'est effectué, ce qui les réunissait, ou même chacun avec leur vécu? J'ai l'impression que, en tout cas, j'ai pas fait une étude scientifique sur le sujet, je peux juste vous dire ce que eux, pour moi, représentent. Le sentiment que j'ai, c'est que dans 5 cas sur 7, parce qu'il y a 7 protagonistes, ils se sont mis à agir parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Leur vie leur intégrité physique, psychique était en danger. Donc là, l'ego, il n'a plus vraiment de place quand vous êtes dans un degré d'urgence comme ça. Ils étaient démolis, en fait. La vie les avait démolis déjà. Donc,
je pense que l'ego est quand même une conception assez, je dirais pas occidentale, mais il y a des endroits où on se pose même pas la question en fait, Oui. parce qu'il faut survivre. Et en tout cas pour eux, la vie les a amenés à cet endroit-là. Donc ils avaient la seule façon de dépasser la peur de mourir, encore une fois psychiquement ou physiquement, était pour eux de se mettre à agir. Et en se mettant à agir, ils ont embarqué les autres. Et en embarquant les autres, ils ont trouvé l'amour. Je pense que c'est très empirique. C'était pas ah tiens je vais faire ça parce que je vais connaître l'amour. C'est pas du tout ça. Oui. C'est une espèce de récompense cachée dont on parle rarement quand on parle d'engagement ou d'activisme parce qu'on parle de souffrance, de sacrifice, Oui. De devoir, de responsabilité, de culpabilité, etc. Il y en a aucun qui va vous dire qu'il a fait ça pour ça. Il a fait ça parce qu'il fallait sauver sa peau en fait. Et je pense que c'est plus juste en fait quand on aborde les choses comme ça. En tout cas, c'est plus porteur. Moi, je vois beaucoup trop de gens engagés dans des parcours d'activistes par culpabilité ou par sens du devoir. Mais ça, c'est de l'ego. Hein. C'est pas. Au contraire, là, vous embêtez tout le monde avec votre prêchi-prêcha, quoi. Oui. Alors que les protagonistes du film, bah, ils font, quoi. Oui. Et puis ils vivent, et puis ils embarquent, et puis ils se cassent la figure, et ça devient plus grand que leur vie, et c'est leur vie. Ah, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Oui, 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 surtout que voilà, ils ont commencé tous à s'engager très jeunes. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et là, de nouveau, il y a un autre chiffre qui revient, c'est l'âge de 12 ans, où voilà, où la plupart ont commencé à s'engager autour de cet âge-là. Donc, est-ce que vous pensez savoir pourquoi ça a commencé si jeune? Pourquoi cet âge est clé? Clairement, je pense que à cet âge-là, on commence à mettre un pied, en tout cas, on commence à quitter les rives de l'enfance. Oui. Alors encore une fois, c'est pas une étude scientifique, c'est juste expérimental. Ils se sont sentis en capacité d'agir, en fait. Je ne sais pas pourquoi. À 12 ans, il se passe probablement quelque chose. À 9 ans, on se met à raisonner à plein tube, sans filtre. À 12 ans, j'ai l'impression qu'on peut commencer à agir, c'est-à-dire à s'individuer, à sortir du peut-être, et peut-être c'est très ethnocentré ce que je dis, hein, mais du giron familial, de la doxa familiale. On commence à se chercher en fait. Oui. Et bah ça, plus, je venais de le dire, mais voilà, les contextes dramatiques dans lesquels ils étaient les uns les autres font qu'ils ont dû se chercher très fort. Oui. Et que l'action, encore une fois, a été un moyen de sauver leur peau et de s'autonomiser, en fait, par rapport à une réalité qui les dépassait. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'on est tous et toutes connectés à quelque chose de plus grand que nous, ou que ces enfants, maintenant ce sont des jeunes adultes, font une sorte d'exception? Mais est-ce qu'au contraire, vous pensez que tout le monde peut porter ses projets, ses idées aussi loin qu'il ou qu'elle le voudrait, pour justement laisser libre cours à ses valeurs hautes, à ses idéaux? Moi, je pense que c'est une possibilité qui est offerte à tout le monde. Je pense que c'est vraiment, voilà. Maintenant, peut-être que la vie, le terreau familial, la culture, la société fait que on prend ce chemin ou pas. Je note que parfois il faut. Je parlais de confort tout à l'heure. Souvent, ce chemin se présente quand on est adressé dans notre confort. Oui. Quand il est remis en cause. Parce qu'encore une fois, il y a la perte de la sécurité, il y a la découverte ou la mise en évidence de sa vulnérabilité, et il y a besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, il y en a qui vont foncer dans plus de confort,
Et puis, il y a toutes les déclinaisons, hein. Ça va de la consommation à la drogue. Enfin, voilà, il peut y avoir la tentation de la chute et de la fuite en avant. Et puis, peut y avoir la tentation de l'élévation. Mais j'ai l'impression que cette expérience, elle vient pas se présenter gentiment, en fait. J'ai l'impression qu'il faut se mettre à douter ou avoir très peur et vouloir résister à sa peur. Elle vient pas... tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. C'est une sorte de... Il y a une violence à l'origine, j'ai l'impression, hein, il y a un questionnement, il y a quelque chose qui vient ouvrir une brèche dans le tas de certitudes. Il y a quelque chose qui vient dissonner. Et après, il y a la capacité de l'un ou de l'autre, et elle est individuelle, à écouter cette voix, à se risquer au doute. Et ça, c'est pas pour tout le monde, malheureusement. Mais sans doute, sans le doute, il n'y a pas de chemin, je pense. Il y a autre chose, enfin, qui, je pense, vous fait partir sur ce chemin-là. Et là, c'est l'éducation, je pense. C'est le rapport à la vie. Il y a quelque chose dans cette expérience primaire qui vient vous demander de choisir, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de vivre ? Et les réponses et la fuite en avant a les atours d'une réponse pour la vie, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est la noyade en fait. C'est l'enfouissement, la capacité à s'individuer, à s'arracher de sa condition et de la facilité qui viendrait à ne pas écouter le doute, eh ben elle est tout à fait personnelle en fait. Et je pense qu'elle est, je sais pas d'où elle vient. Oui. Et c'est ça la résilience en fait. Hein. Oui, transformer justement ce doute existentiel en action, en mouvement et ce doute, cette colère, cette angoisse, cette peine, voilà, c'est la question de la transformation en fait. De la transformation, enfin de la canalisation dans quelque chose qui va vers le haut. Et pas quelque chose d'horizontal en fait. L'image de la consommation des drogues est assez évidente pour moi parce que voilà, c'est un truc, on reste... bon, alors les drogues c'est l'échappatoire, mais la consommation, enfin, on mouline du vent quoi. Voilà. Oui. L'action, vous remettez debout quoi. Oui, c'est clair. Il y a vraiment cette question du redressement. Et est-ce que pour vous également, donc créer ce film, ça a été l'occasion justement de vous élever, de répondre à vos doutes aussi et à vos peurs? Moi, tous mes livres, enfin tout ce que je fais me sauve la peau. Hein. Je ne fais que ça et c'est une démarche très égoïste finalement. Merci, merci d'y contribuer, mais moi je fais ça uniquement pour ça. Et c'est la beauté de la création. On dit toujours les artistes ils sont illuminés, je sais pas quoi. Mais pas du tout. On a juste envie de sauver notre peau et de rentrer dans une forme de connexion qui allège le quotidien, qui le rend supportable, qui le rend drôle, qui le rend riche, parce qu'alors le quotidien vient nourrir une espèce de quête. Et là, vous êtes dans le juste et la vie vous envoie tous les cadeaux, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin de comprendre. Après, je suis pas du tout dans cet état d'éveil tout le temps. Je crois même qu'en ce moment, j'y suis pas beaucoup. Et ça commence à me manquer. Oui, je comprends. Voilà, mais je suis dans une autre forme de joie énorme qui est de vous parler, de tous les jours rencontrer des gens qui ont envie de se réactiver en fait. Et c'est Mohamed qui disait ça très bien. Alors je l'ai pas mis dans le film, mais cette partie-là de lui qui disait que la jeunesse était complètement désactivée en Occident. La consommation, le marketing, la pub, Insta, tous ces trucs-là sont faits pour vraiment attaquer l'énergie vitale en fait. Et je crois que ce qui est attaqué en ce moment, c'est ça. L'énergie vitale.
ouais. Et donc moi, passer mes journées à aller aux quatre coins de la France, voire plus loin, rencontrer des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui ont juste vu le film et envie de le partager avec leur communauté. Oui. Et au premier regard, me dire que on est pareil, on est liés, c'est juste une joie absolue, Ouais. surtout que je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Enfin, moi, les autres, ça a toujours été plutôt compliqué. Donc, une espèce de sortie de corps qui est pas mal, en fait. Waouh! Oui, oui, oui. Bon, là, c'est vrai que c'est plus le moment de la création pure, qui, justement, pour un artiste, peut être super, nourrissant. Mais c'est le fait aussi de partager cette création, ça fait partie de l'œuvre, de sa vie aussi, de son évolution. Et ça doit être merveilleux, justement, d'aller rencontrer celles et ceux qui vibrent aussi cette envie de changement et de sortir du carcan sociétal. Oui, bah, moi, je suis venue à la création, si je peux l'appeler comme ça, par l'écriture. Oui. Si vous écrivez, c'est que vous avez quelque chose à dire. Mhm. C'est pas que la joie du raisonnement et de la belle histoire, etc. C'est le message que vous avez envie Oui. de faire passer. Donc il y a un côté éminemment troubadour en fait dans l'écriture et dans le film, enfin dans l'accompagnement du film. Oui. Moi, un film qui reste sur une étagère ou X semaines en salle et qui meurt tout seul, je Mhm. trouve ça terrible en fait. Je trouve que c'est un manque de respect absolu pour les protagonistes, pour les gens qui ont cru dans le film, pour tous les artistes qui ont collaboré. Enfin, c'est une œuvre commune tout ça. Oui. Donc le fait de voir que elle fait sens pour, pardon pour cet anglicisme, mais pour des personnes que je connais pas et que ça allume quelque chose chez Mhm. elles, chez eux, bah ouais, je vois pas pourquoi je m'arrêterais en fait. Et ça fait Oui. quand même partie du travail créatif parce que en fait, vous savez quand on, j'ai une belle-mère qui j'étais chez elle et j'arrivais pas à écrire et je pleurais euh, d'impuissance en fait, Oui. de frustration de ne pas arriver à écrire quelque chose de bien. Je triturais ma feuille, j'étais vraiment dans un moment tout Mhm. à fait obsessionnel. Et cette femme géniale m'a dit mais tu sais, ton livre est en train d'arriver malgré toi. Mhm. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, c'était pas prêt pour que ça se matérialise à Oui. la pointe de mon stylo, mais Mhm. le travail de création était en cours. Donc Oui. le moment où il se manifeste, c'est 10% du boulot finalement. Mhm. Les Mhm. 90%, c'est emmagasiner de l'expérience, c'est rencontrer, vivre, pleurer, s'émouvoir, trébucher, se casser la figure, se prendre des portes de saloon, redémarrer. C'est ça la matière en fait. Oui. Oui, mais c'est très riche de partager ça, puisqu'on voit souvent les grandes œuvres, telles que votre film, par exemple, comme un accomplissement à un instant T, alors que finalement, c'est tout un processus créatif et même finalement même quand on n'est pas dans le montage technique, dans quelque chose, voilà, de très matériel, tous les vides, les up and down qu'il peut y avoir dans tout le chemin, là, s'il y a des artistes qui nous écoutent, ça fait Mm. partie, ou même des gens qui ont envie d'éveiller, de réveiller leur créativité, ça fait partie du processus et c'est beau justement. Merci de partager ça pour Mm. montrer que toutes les étapes font partie du chemin. Bah, en fait, l'ennemi, je pense, de l'artiste, c'est de se croire arrivé, quoi. Oui. Mhm. Alors Oui, ça, oui. c'est comme l'activiste qui fait ça par culpabilité, quoi. Faut mieux arrêter. Oui, 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 Alors une là, question. c'est vraiment très très mauvais signe. Moi, le nombre de personnes qui me disent ah j'ai écrit un livre, j'ai passé 3 mois, j'ai du mal à rester calme en fait, parce que je me dis mais ok, t'as pas idée du boulot que t'as, de la montagne que t'as à gravir quoi. Et il y a Oui, des choses qui peuvent sortir en 3 mois. Hein. Il y a des choses, il y a des gens qui sont. Et puis ça peut être les 10% de tout le travail que j'ai pas vu, mais le fait de se sentir arrivé est en général très très mauvais signe. oui. De toute Mhm. façon, le travail créatif ne fait que vous ramener à votre petitesse. Aussi, oui, c'est vrai. Mhm. Du coup, la Bigger Than Us, c'était le début d'autre chose, le début d'un mouvement, c'est ça, d'encore, ouais, d'une autre. Écoutez, moi, j'avoue, je suis assez
bouleversée par ce que je vis, accrochée d'amour à tout ça, et au premier rang aux 7 protagonistes du film. J'ai vraiment touché quelque chose de merveilleux en les rencontrant. Je ne sais pas si ça se voit dans le film, mais voilà, c'était vraiment voilà, des très, très, très grandes personnes, voire des guides. Je les aime comme une tribu, en fait. Ils grandissent, ils font des choses merveilleuses, on est très en lien. J'ai aucune envie de fermer le classeur et aller faire autre chose, en fait. Oui. Donc, je sais que je suis en maturation de ce qui va se passer ensuite. Ce qui est très, très évident, c'est qu'on va continuer à travailler avec eux, à les soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, on est en train de voir comment flécher toute l'attention, l'envie de les aider, de les soutenir, voire d'investir dans ce qu'ils font. Donc, ça va probablement se transformer en fonds d'impact. On a très envie de retourner dans leur communauté pour montrer le film aux personnes qu'on a filmées. C'est quand même bien la moindre des choses. Oui. Et de partager voilà, tout ce que je fais dans les pays occidentaux, pas que moi. Hein. Là, aujourd'hui, Anouk est à Sciences Po Dijon, Dorothée va à tel endroit. Enfin, on est tous en train de s'éclater à faire du ski nautique avec le film et à le partager. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas avec les personnes qui nous ont aidés à faire le film. Donc ça, c'est évident. Oui. Ils ont tous des projets géniaux. La moindre des choses qu'on pourrait faire aussi, c'est essayer de les fiabiliser. Alors là, je pense qu'on les a fiabilisés en termes peut-être de notoriété, mais même financièrement, statutairement. Voilà, si on peut faire ça, je pense que c'est extraordinaire. Et puis après, c'est vrai que moi, je suis catastrophée par la façon dont on traite la jeunesse partout dans le monde. Elle est odieuse et elle est encore plus odieuse dans les pays du Sud. Mais dans les pays du Nord, vous voyez les résultats de notre processus électoral. La jeunesse est nulle part. Tous les projets politiques, économiques sont faits pour l'électeur moyen qui est un homme de 53 ans. Donc vous et moi, on est déjà hors du scope, mais vous encore plus que moi. Enfin voilà, je trouve que c'est absolument odieux qu'aucun de nos projets de société ne soit pris en tenant compte de nos enfants, en fait. Et souvent, j'entends cette explication qui va dire « Ah oui, mais tu sais, de toute façon, ils votent pas, ils s'en foutent, ils sont décérébrés, ils sont irresponsables, ils sont déconnectés de la réalité. » Et c'est tellement loin. Voilà, c'est décérébré, irresponsable, déconnecté de la réalité. C'est tellement loin de ce que je vois tous les jours. Et donc, voilà, moi, je veux pas faire de politique, ça m'intéresse pas. Mais je sais que je pense vraiment très sérieusement que tout ce que je vais faire maintenant continuera à essayer de m'ériger en faux contre ces espèces d'assertions qui sont faites à cette génération. Et au contraire, faire tout ce que je peux pour lui permettre de se déployer, en fait. Waouh, ok. Oui, un peu comme leur porte-voix. Leur porte-voix, ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Non, mais plus en mettant... alors oui, peut-être porte-voix, je n'ai peut-être pas entendu, mais en tout cas, en faisant peut-être le lien entre cette génération, la mienne, oui. Et en disant à la mienne, qui est finalement la génération des parents. La première réflexion, c'est qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Parce que c'est cette jeunesse hyper anxieuse qui grossit qui nourrit les séances de psy, etc. Elle a des parents, hein, et des parents qui sont de ma génération. Donc, il y a un vrai boulot à faire avec les parents. Et puis, les parents, ils sont parents, mais ils sont aussi profs, élus, chefs d'entreprise. Ils sont dans des positions de pouvoir. Ils peuvent actionner des choses. La question, c'est leur remontrer que c'est important, en fait. Les sortir de leur propre, comment dire, relation hallucinogène au monde, en fait. C'est-à-dire, moi, j'arrive pas bien à comprendre mes semblables. On a tous fait des enfants, 2, 3, et on n'a aucune considération pour ce qui va leur arriver, à part des considérations financières, quoi.
Mm. On voit bien avec le Covid ou la guerre en Ukraine que c'est comme je sais plus quelle tribu indigène qui dit l'argent ça se mange pas quoi. Mm. Il y a un moment s'il faut survivre, tu vois, il va falloir qu'on ait d'autres référents. Oui. D'autres référents que l'argent, du coup, le succès par l'argent. Que l'argent, les diplômes, oui. le statut social, les objets, la taille de la maison, la distance au sol pour aller passer ses vacances, etc., etc. Quoi, il y a plein. Et ça, c'est toute une culture qui encore une fois, a érigé la séparation, le culte de la performance, la gratification immédiate, parce que je le vaux bien, le enjoy, tout ça. Oui. Moi, j'ai été élevée par ces slogans-là. J'ai mis du temps à m'en défaire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça me rattrape assez souvent. Hein. Oui. Mm-hmm. Oui, mais ils sont tellement présents partout que justement, ça demande un pas de côté, une volonté aussi personnelle de s'en défaire aussi. Oui, la pub, c'est une industrie diabolique et géniale en même temps, mais elle n'est venue que poser des mots sur quelque chose qui était une tendance de société. Après, elle l'a encapsulé de façon magique et totalement folle. Mais avant tout, il y a une société. Hein. La pub ne fait pas société. D'accord. Oui, elle accroît ce qui est déjà présent, elle le met peut-être en avant. Elle sent le goût de l'époque. Oui. Et elle fait un choix. Voilà. Mm-hmm. Et elle l'impose. Oui. Oui, donc c'est pour ça, si la tendance de l'époque change, j'espère qu'on aura de nouvelles publicités ou de nouveaux messages en grand, plus respectueux de la nature humaine, environnementale, des droits humains. En tout cas, moi, c'est pour en revenir à mon action, mais en tout cas, moi, mon travail ne consiste pas à pousser un film à droite à gauche. Mon travail consiste à changer la conversation dans les cours de récréation. Oui. C'est-à-dire que si un jour dans les cours de récréation, on arrive à parler d'autre chose que de la prochaine paire de baskets, qu'on parle de Mohamed, Marie, Melati, et qu'ils deviennent les nouveaux rôles modèles de votre génération, on a tout changé. Oh là là. Et pour moi, c'est ça la bataille. La bataille, c'est celle-là. Et d'accord. C'est pas une autre. D'accord. Oui, là, l'histoire du film, pour vous, elle a commencé depuis quelques années, mais voilà, il est sorti en septembre, donc on va voir dans les prochains mois à venir comment il va faire son chemin. Et en tout cas, je pense qu'il a déjà atteint plusieurs milliers de jeunes, presque millions peut-être. Donc forcément. On est très contents. Ouais, c'est génial. Ouais. Super, merci Flore. Est-ce que vous accepteriez de répondre à la dernière question du podcast? Ah oui. Ce serait pour vous la définition d'une nouvelle conscience. Comment ça résonne? Comment vous le comprenez? C'est lié à la discussion qu'on a eue. Je pense que cette question de nouvelle conscience, c'est une conscience dans laquelle la peur ne domine plus, en fait. Je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment cette idée, chaque jour, 1000 fois par jour, il y a un arbitrage à faire entre la peur et l'amour. Et la plupart de nos décisions sont guidées par la peur. La peur de perdre, la peur de pas être à la hauteur, la peur de rater, la peur de vexer, la peur de blesser, la peur d'échouer, enfin tout ça, la peur. Et au fur et à mesure, on a peur d'être, en fait. Et j'espère que, pour moi, cette histoire de nouvelle conscience, ça serait peut-être une conscience qui serait au courant de ça, au courant de cet équilibre permanent, ou pas cet équilibre, cette question ou cet arbitrage posé permanent entre un choix qui est totalement binaire, qui est celui de la peur ou de l'amour. Et la capacité à non faire que de l'amour, parce que honnêtement, je pense qu'on n'y arrive pas, mais se dire à la fin de chaque journée, il y a peut-être cette question est venue, cet arbitrage est peut-être venu 1000 fois, mais pour moi, une bonne journée, c'est une journée où 501 fois, j'ai choisi l'amour. Et puis de monter progressivement. Parce qu'il y a des effets vertueux, en fait. On se rend compte que c'est pas
Bah non, finalement, la Terre ne s'arrête pas de tourner, etc., etc. Donc, ça serait ça, en fait. C'est cette conscience que, en fait, bon, il y a cette question d'ultra-connexion et d'interdépendance de tout, mais justement, sur le principe de l'interdépendance, bah, quand vous avez posé ça, vous n'avez plus que le choix de dire bah, je vais faire le choix de l'amour, qui est un choix vers l'autre, vers le lien, vers la connexion. Le choix de la peur, c'est un choix de repli sur soi, d'isolement et de séparation. Oui, voilà. Merci. Et je pense que c'est ça les arbitrages. D'accord. Super, bon merci Flore. On peut retrouver votre film sur Internet. Il y a plusieurs plateformes qui le proposent en location ou en vente. Il y a également le site qui est incroyable, enfin plein d'outils. Alors c'est biggerthanus.com. Film. Biggerthanus.film. Ouais. Voilà, avec plein de d'outils, la programmation également pour vous suivre, savoir où il doit être projeté. Vous organisez toujours des projections en ligne ou pas? Bien sûr. Oui. Alors en ligne, on l'a pas fait depuis longtemps, mais il y en a qui arrivent là. D'accord. Chouette. Mais surtout, suivez-nous sur le site. Il y a beaucoup d'événements en fait qui sont organisés tout le temps. Oui. Et on y va. L'un de nous y va, ou alors c'est sans nous, mais on intervient en visio, etc. Super. Voilà. Ok. En fait, l'histoire et l'aventure continuent bien. Oui, voilà, on peut vous rejoindre. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.